Bonjour ou bonsoir à vous tous. Vous êtes dans Le Monde en 7 ce samedi 14 décembre 2024. Merci de nous rejoindre. On va faire le tour d'horizon de quelques sujets d'actualité sur le continent. Nous parlerons d'abord du Ghana. Au Ghana, on connaît l'épilogue de la présidentielle. On va surtout tirer les leçons d'une élection présidentielle sans heurts. Nous parlerons ensuite du Mali et de la Côte d'Ivoire pour évoquer l'échange de prisonniers entre les deux pays. Du côté du Tchad, Déby fils devient maréchal. Et puis le Togo, on va parler des élections sénatoriales prévues pour février 2025. Je reçois deux invités pour faire le débat sur ces sujets. Paul Amegakpo est avec nous. Paul Amegakpo, le directeur de l'Institut Tamberma pour la gouvernance. Bonsoir Paul. Bonsoir Monsieur Niaoui, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de New World TV. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Face à vous, Kosigan Akwete, qui est président de l'Association des jeunes pour le développement AJD. Bonjour Kosigan Akwete. Sam, bonjour à tous les téléspectateurs de New World TV de par le monde. Je voudrais faire un coucou spécial à la jeunesse d'Arépé, à Monsieur Atisso, à l'honorable Dissenou et à l'honorable Viagbo depuis Tablibou. Merci. Et surtout à demain, je m'engage. À son vous. Président. Voilà. Merci à vous aussi d'accepter notre invitation. On commence tout de suite avec le Ghana. Le Ghana qui connaît le nom de son futur président. Il prendra fonction le 7 janvier 2025. Eh bien, c'est un ancien président qui revient aux affaires. John Dramani Mahama a été déclaré vainqueur de la présidentielle avec un peu plus de 56% des suffrages exprimés devant celui qui était jusque-là vice-président qui a reconnu sa défaite. Et je sais, Paul Amegakpo, qu'en tant qu'acteur de la société civile, la façon dont le jeu électoral s'est déroulé au Ghana ne vous a pas laissé indifférent? Pas du tout. Nous avions suivi de très près l'évolution du processus électoral au Ghana. L'avantage pour le Ghana, c'est que la date des élections est fixe. Donc au premier samedi de la première semaine du mois de décembre. Et généralement ça tombe sur le 7. Et donc pour cette année, le processus a été suivi de près dans la mesure où le recul démocratique que l'on a constaté ces années en Afrique de l'Ouest et en Afrique en général préoccupait beaucoup d'observateurs, et donc il était question de voir si le Ghana pourrait maintenir son rang de pays avec des avancées démocratiques solides. Et donc ce que nous avons constaté, c'est que le scrutin s'était passé dans la paix, dans le respect des standards internationaux en matière d'organisation des élections, avec le sens de fair play des citoyens, mais aussi des candidats en liste. Nous avons remarqué que lors des précédentes élections, surtout en 2016 et en 2020, où John Mahama avait affronté le candidat du NPP, Nana Akufo-Addo, il y avait eu de tensions. La tension avait culminé en 2020 lorsque l'écart des voix était très restreint. Les voix qui séparaient les deux candidats étaient très restreints, et donc il y a eu la démonstration de la solidité des institutions démocratiques du pays, la commission électorale qui a joué son rôle en étant assez transparente et en montrant la possibilité pour les acteurs de recompter si possible les voix. Il y a eu également des dignitaires traditionnels qui ont également joué leur mission de bons offices pour sensibiliser les parties prenantes à la retenue. Et donc pour cette présidentielle, on s'attendait à d'éventuelles tensions connaissant le processus, mais force a été de constater que le candidat du parti au pouvoir s'était empressé dès le dimanche déjà à reconnaître sa défaite et à féliciter le candidat de l'opposition qui est John Mahama, ce qui est inédit.
dans la mesure où le fair play est un baromètre important de la dynamique démocratique, et l'attitude du président, donc du candidat du parti au pouvoir, a été fortement saluée. Ça a permis de décanter les tensions et de permettre d'espérer une alternance pacifique dans ce pays, et c'est ce qui s'est opéré. Kosigan Akwete, vous également, vous êtes aussi acteur de la société civile, vous travaillez avec un mouvement de jeunesse. On sait que les jeunes sont très engagés dans les processus électoraux dans n'importe quel pays. Au Ghana, on a vu quand même une certaine mobilisation de la jeunesse. C'est l'ancien président qui revient aux affaires. Cette jeunesse n'a pas versé dans la violence et tout. Est-ce que pour vous, c'est un exemple de maturité démocratique? Oui, on ne va plus en parler puisque, vous savez, le Ghana est un modèle en alternance politique. Vous voyez, on dirait que cette année 2024 a apporté bonheur pour les anciens présidents qui sont revenus aux affaires aussi aisément que possible. Aux États-Unis, Trump est revenu avec un écart considérable. Voilà que au Ghana, John Mahama Dramani est revenu aussi avec un écart considérable. 56%, ce n'est pas rien. Voilà. Mais il faut tirer chapeau à feu Jerry John Rawlings, qui a su mettre en place des institutions fortes et une civilisation politique élégante pour le passage de témoins à la tête du pouvoir. En 48 heures, le Ghana a changé de président de la République sans que un seul caillou ne soit lancé à quelqu'un d'autre, sans qu'un seul gaz lacrymogène ne soit tiré contre des foules. Et on n'a pas noté les bourrages d'urnes, on n'a pas noté les incidents commis dans des bureaux de vote ici et là. Ça voudrait dire qu'en Afrique, quand il y a la volonté politique, beaucoup de choses peuvent se faire sans heurts. Et dans la compréhension, dans la solidarité, dans le but de continuer le développement du pays. C'est essentiel. On dirait que les pays anglophones ont le secret de passage du témoin à la tête de l'État. Si nous le prenons, par exemple, cette année-ci, je pense, c'est cette année 2024 que George Weah a passé le témoin à son successeur. Voilà, 100 heures au Libéria. Pourtant, ce pays a connu beaucoup de guerres, mais le miracle s'est produit de Erland Johnson Sirleaf à George Weah, il n'y a pas de problème. De George Weah à son successeur, pas de problème. Au Ghana, pas de problème aussi. Donc nous souhaitons vivement que dans les autres pays de l'Afrique francophone, le passage de témoins à la tête du pays soit alors pacifique et sans heures. Voilà. Alors, ce qu'on a aussi remarqué pour la présidentielle au Ghana, c'est il votait le samedi. Les résultats ont été annoncés très vite. Et, enfin, pas annoncés, mais le perdant a très vite reconnu sa défaite. Est-ce que dans le fond, ce n'est pas plutôt ce qui a joué à décrisper la tension? Absolument, c'est ce qui a joué. Il faut comprendre que le cadre juridique et institutionnel le permet. Contrairement à d'autres pays où il y a une sorte d'omerta autour de l'information électorale, au niveau du Ghana et de plus en plus dans d'autres pays, il est permis de faire le décompte parallèle des voix par la société civile, par les états-majors des candidats, de sorte que les partis eux-mêmes disposent des informations relatives aux résultats, leur permettant de connaître les tendances des résultats avant même que la commission électorale ne proclame les résultats. Ce qui permet donc à ces acteurs de pouvoir disposer des données fiables à comparer avec les données officielles fournies par les autorités en charge de l'organisation et de la supervision des élections. Cela permet de rassurer les acteurs, parce que l'information, c'est le nerf de la guerre, plus que même de l'argent. Et donc, lorsque l'information est détournée, lorsqu'il y a la mésinformation ou la désinformation, ça fait monter les crispations, la tension qui pourrait dégénérer à conflit. Et donc, au niveau du Ghana, il va de soi, puisque parallèlement à la déclaration du vice-président, donc candidat du parti au pouvoir, il y a également la société civile, notamment
Codeo, qui a justement fait le décompte parallèle des voix et qui a trouvé des résultats similaires. À peu près 55%, 55, et quelques pourcents de suffrages obtenus par John Mahama, des écarts de moins de 1% qui séparent les tendances, et donc ça rassure. Dans les pays francophones, on a remarqué de plus en plus qu'il y a des avancées, mais il y a encore des pas à faire à la matière pour éviter que les informations ne soient simplement au niveau de la CENI ou de l'organe de gestion des informations et que d'autres acteurs en soient privés. Par rapport à mon prédécesseur, je voudrais souligner également qu'au niveau des pays francophones, on remarque des avancées. Et ces avancées tiennent à un paramètre important, c'est que les présidents qui avait inauguré la phase d'entrée dans l'ère démocratique dans ces pays francophones avait opté pour l'ouverture politique. Nous avons le Bénin à côté avec Mathieu Kérékou qui avait conduit donc le système de parti unique vers le multipartisme à 90 et qui a opté réellement pour l'ouverture politique et a permis l'alternance au pouvoir, ce qui a fait qu'au niveau du Bénin par exemple, l'alternance est également aisée. C'est le cas également au niveau du Sénégal avec Senghor, puis son successeur Diouf, qui avait également opéré la même transition démocratique en douceur, en concédant donc sa défaite et en organisant la transition démocratique au pouvoir. Ça fait que le Sénégal également a renoué avec l'alternance au pouvoir. Donc il est important de remarquer que au-delà de John Rawless, qui est toujours salué, célébré, jusqu'aujourd'hui, les pionniers de la démocratie qui avaient su asseoir les bases de la démocratie ont permis à ces pays francophones ou anglophones d'évoluer. Mais les pays anglophones font plus de la fierté parce qu'on remarque que la tendance dans presque tous les États anglophones de l'Afrique de l'Ouest et même au niveau des autres sous-régions africaines, notamment Afrique centrale de l'Est et australe, on remarque que les pays anglophones font des progrès remarquables en matière d'alternance au sommet de l'État. Alors, au-delà aussi de ce fait, on a eu une élection où on avait quand même 12 candidats en lice et puis on sait que c'est deux partis, NDC et NPP, qui tiennent la dragée haute au niveau du Ghana. Est-ce que c'est aussi le secret d'avoir un bicéphalisme des partis politiques? Quand on en a deux de poids, ça facilite la tâche? Oui, parce que vous savez, dans ce pays, les projets de société comptent. Quand on a vu NPP au pouvoir durant 2 mandats, je pense que avant la fin du mandat de l'ancien président Nana Akufo-Addo, il y a eu une exaspération due à la vie chère et tous les problèmes que le Ghana a eu avec le FMI, avec la dette et tout. Donc, les populations étaient un peu fatiguées du programme ou du programme politique de NPP et voudraient une autre chose, c'est-à-dire une autre proposition. Voilà. Et donc, je pense que c'est le programme politique de John Mahama que les gens, que les Ghanéens voulaient expérimenter un peu pour voir si les données vont changer. Surtout les produits de première nécessité, les carburants et tout ce qui faisait que la vie était devenue un peu plus chère. Les gens espèrent voir avec John Dramani, voir si le coût de la vie va redevenir un peu plus moins cher, que le panier de ménagères sera renforcé. Je pense que c'est pourquoi, ils ont fait le choix de John Mahama, qui alors, avec son parti, le NDC, qui a perdu le pouvoir, je pense, il y a 10 ans. Oui. Voilà. 10 Donc, ou 8. je pense que quand il y a 2 blocs politiques très forts, l'alternance devient un peu plus facile. Parce que là, c'est le projet de société qui marche. Ce n'est pas voter pour moi, non. C'est un ensemble d'acteurs politiques qui ont un cahier de charges que les gens appellent politiquement le projet de société, alors qu'ils parlent des différents compartiments de la vie. Voilà, quand nous venons au pouvoir, nous allons faire ci, nous allons faire ça, nous allons faire ci. Et donc, du sud au nord, de l'est à l'ouest, il y a les partisans.
il y a le démembrement de NDC partout. Alors, vous savez, c'était couplé aussi avec les élections législatives. Donc, ça voudrait dire que tout un chacun, que ce soit au niveau des législatives ou au niveau du présidentiel, ils ont eu à présenter un programme politique aux Ghanéens qui, alors, ont donné leur adhésion massivement pour que NPP puisse aller se reposer, pour qu'eux aussi ils fassent au moins un quinquennat, ils vont voir. D'accord. On a aussi, quand on regarde les chiffres, l'autre chiffre qui intéresse, c'est les chiffres de la participation. 60,9% de participation, c'est 20 points de moins qu'il y a 4 ans. Est-ce qu'il y a aujourd'hui au Ghana, j'ai envie de dire, un désintérêt? Et surtout quand on regarde dans le fond, ces chiffres, c'est auprès de la jeunesse, un désintérêt de la jeunesse à la chose politique. Et c'est ce qui fait qu'on ne voit pas trop de tension. Oui, il y a un désenchantement par rapport au contexte expliqué par monsieur Akwete, dans la mesure où le Ghana traverse une situation économique et sociale très très difficile, avec des inflations qui ont atteint le seuil de 50% vers la fin de l'année 2023, avec une sollicitation accrue des institutions de Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale. Et nous savons que le FMI et la Banque mondiale vont de pair avec les ajustements structurels qui imposent aux États qui bénéficient de l'accompagnement des instruments, des institutions financières, d'investir moins dans les secteurs sociaux et de faire plus d'économies pour pouvoir maintenir un train de vie de l'État pour ne pas sombrer dans une faillite. Et donc cette situation a fait que le chômage est devenu galopant au sein de la jeunesse, que la précarité a pris le dessus, que certains investissements publics de grande envergure comme les routes, comme l'énergie et autres ont freiné, ont ralenti, ce qui a fait que la jeunesse est déchantée. Et donc cette jeunesse a opté en partie pour l'abstentionnisme et en partie pour le soutien à l'opposition. Et ça, il faut le remarquer, John Mahama a eu le mérite de respecter l'électorat ghanéen, même lorsque il avait connu de défaites en 2016 et en 2020, il avait respecté le choix des Ghanéens, ce qui avait sonné agréablement dans la conscience de la jeunesse ghanéenne que John Mahama est un homme d'État. Et donc, ceux qui sont déchantés par le système de gouvernement du NPP ont préféré plutôt voter NDC. Certains sont allés vers des candidats indépendants qui ont pu également engranger quelques voix. Mais bon, 3% pour les 10 restants. Exactement. Et donc, c'est pour dire que la démocratie ghanéenne doit être réinventée. La démocratie doit délivrer des résultats concrets au niveau du Ghana en faisant en sorte que la croissance économique soit renouée pour faire en sorte que le chômage soit endigué afin que la jeunesse puisse sentir la présence de l'État, la présence des services publics pour pouvoir participer davantage au processus démocratique. Il y a un dernier facteur qu'il faut également souligner, c'est le processus de la décentralisation au niveau du Ghana, où le système partisan est également très présent à ce niveau. Il y a beaucoup d'acteurs qui plaident que au niveau des collectivités locales, surtout les communes et autres, et même les chefferies traditionnelles, qu'on laisse à ces niveaux à des émulations communautaires, ce qui permettra à ces acteurs de s'occuper du développement à la base et non de se mettre dans des guéguerres partisanes, politiciennes et du divisionnisme. Et donc c'est également un pan de réforme que les institutions politiques du Ghana devraient faire pour remobiliser la jeunesse à participer au processus politique et surtout aux élections. Est-ce que vous pensez que au-delà justement du fait qu'on ait eu cette présidentielle 101, il y a, j'ai envie de dire, il y a une leçon. On a un vice-président
qui a participé, qui a été porté donc par le parti au pouvoir, qui a perdu, qui n'a pas utilisé la machine d'État pour commettre quelque répression que ce soit. Ma question va plus dans le sens même de la maturité, pas politique mais humaine. Est-ce qu'il y a une leçon à prendre de ce côté-là? Oui, c'est pourquoi je disais tantôt... C'est-à-dire, c'est un concours, on peut perdre. Oui, c'est pourquoi je disais tantôt que les pays anglophones ont assimilé le passage du pouvoir au sommet de l'État. C'est-à-dire que seule la voix de la population compte. Quand le peuple dit « je vais à gauche », tout le monde respecte ça. Quand il dit « je vais à droite », c'est sans contestation, c'est sans chercher même à embrouiller les pistes pour changer le choix du peuple. Ça, c'est bien assis dans les pays anglophones. C'est-à-dire, non seulement qu'on peut dire que les institutions sont fortes, mais ce sont des hommes d'État qui laissent alors le choix que le peuple a fait s'opérer facilement et tout le monde se met d'accord autour de ça. Voilà, c'est-à-dire que personne n'est là pour dire ok, ici, non, c'est moi qui dois rester, donc je change les résultats. Ce n'est plus possible dans ces pays-là. Voilà. C'est des gens qui sont très avancés et ils acceptent le verdict, le verdict des urnes sans regret, sans tout. Sinon, vous allez constater que John Mahama avait voulu contester les résultats. Ouais, il y a 4 ans. Il y a 4 ans, avec Nana Akufo-Addo. Mais quand la Cour, je pense la Cour suprême, a tapé du poing sur la table, a donné son verdict, tout le monde a plié. C'est ça. Ils respectent, voilà, le résultat des urnes. Ou les verdicts de leurs institutions en cas de litige. Point, c'est tout. Vous allez même constater que l'opposition qui avait collaboré avec NPP avait de ces problèmes avec NPP, où il y avait 2 sièges en ballotage que le président a voulu prendre comme des démissionnaires. Mais la Cour suprême est venue dire non, prenez les démissionnaires comme des absents ou quelque chose comme ça, et aller aux élections générales, et ça s'est calmé au niveau du Parlement. Maintenant, à l'issue des élections générales, je pense que NDC a eu plus de voix que NPP, et au niveau de l'Assemblée nationale, le problème est réglé et puis ça va aller. C'est ce fair play qui manque aux acteurs politiques. Bon, c'est vrai que même dans les pays anglophones, il y en a un certain nombre qui font exception, mais est-ce que c'est ce fair play qui manque surtout aux acteurs politiques en pays francophones, exception fait du Sénégal et d'autres pays où ça marche bien? Oui, c'est ce fair play, et le fair play n'est pas un vain mot. Disons, c'est un comportement qu'il faut apprendre. Et l'apprendre, c'est mettre l'accent sur l'éducation civique et électorale. Et au niveau du Ghana, le pays a le mérite d'avoir des institutions spécialisées en éducation civique et électorale, ce qui fait qu'on a du côté du Ghana des citoyens qui connaissent la loi, qui comprennent la portée des lois et qui veillent à tous les niveaux au respect de ces lois. Et donc, ça fait que les institutions et leurs titulaires ne sont pas autorisés à faire n'importe quoi sous le regard des citoyens ghanéens. Ils sont organisés à tous les niveaux, dans des associations, dans des mouvements qui permettent de contrôler l'action gouvernementale. Et donc, les autorités publiques sont redevables. Que ce soit les institutions qui gèrent les élections ou les juridictions en charge de superviser, de régler les contentieux électoraux, ils sont tous soumis au regard du peuple ghanéen. Donc l'éducation civique a été ce qui a fait la différence. Lorsque vous allez au Ghana, on parle des élections, peut-être ça peut être superflu, mais vous voyez le comportement des citoyens ghanéens au quotidien. En circulation, le respect mutuel, la tolérance, en termes de salubrité publique, le fait de ne pas faire n'importe quoi sur les places publiques, ça montre qu'ils ont un sens élevé de l'intérêt général. Et pour couronner tout ça, Rawlings avait donné le ton. C'est-à-dire, en tant qu'ancien président de la République qui a vécu, qui a laissé le pouvoir en 2001, c'est en 2001, oui. Et qui est décédé en 2020, il a su avoir le temps
d'observer le processus électoral, d'observer les processus politiques, d'attirer l'attention des uns et des autres sur l'impérieuse nécessité de respecter l'état de droit et la démocratie dans le pays, et ça a été salutaire. Nous l'avions écouté à plusieurs reprises, lui-même intervenir sur les médias et autres, en rappelant l'esprit et la lettre des tests qui gouvernent les processus politiques et électoraux. Et donc, le Ghana a le mérite d'avoir cela. Nous pensons que dans les pays francophones, il y a un problème fondamental. L'éducation civique n'est pas renforcée. On n'a pas une politique cohérente en matière d'éducation civique. Lorsque vous allez dans un certain nombre de pays francophones, lorsque vous parlez de la démocratie et de la gouvernance, on vous taxe tout de suite d'opposants ou d'adversaires. Oui. Et donc, les partis politiques sont clivants sur la question. Les autorités publiques ne laissent pas la marge de manœuvre aux citoyens de pouvoir s'informer, d'être formés sur les règles de droit et de pouvoir s'impliquer activement dans les processus politiques et électoraux et surtout demander des comptes aux responsables politiques et aux institutions sur la manière dont le pays est géré. Et donc le Ghana a su faire la différence sur ce plan et le fair play est devenu automatique, disons naturel. Dans l'esprit des Ghanéennes et des Ghanéens. Et c'est admiratif. On va passer au second sujet maintenant. On parle du Mali et de la Côte d'Ivoire. Nous allons évoquer donc cet échange de prisonniers entre les deux pays arrêtés en septembre 2023 en territoire burkinabé alors qu'ils venaient de franchir par mégarde la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. L'un et l'autre ont été remis aux autorités d'Abidjan le 29 novembre dernier. L'annonce a été faite le 5 décembre par le porte-parole du gouvernement ivoirien Amadou Koulibaly à l'issue du Conseil des ministres. Ils étaient retenus loin de leur famille et de leur patrie après très exactement 1 an, 2 mois, 10 jours de détention au Burkina Faso. Donc 2 gendarmes ivoiriens qui avaient été arrêtés en septembre 2023 après avoir pénétré par inadvertance en territoire burkinabé alors qu'ils poursuivaient, ils traquaient des orpailleurs clandestins près de la frontière entre les deux pays, ont recouvré donc la liberté. Et tout cela ne s'est pas passé sans la médiation discrète mais efficace. Je reprends là les mots du porte-parole du gouvernement ivoirien, la médiation discrète mais efficace du Togo. Est-ce que Kosigan Akwete, parce qu'on connaissait l'affaire donc de ces 2 gendarmes détenus, on parlera aussi dans l'autre sens parce que ça on ne le dit pas beaucoup, mais la Côte d'Ivoire aussi détenait des policiers burkinabés qui ont été relâchés. Est-ce qu'aujourd'hui on peut juste dire que entre ces 2 pays où la tension était palpable, ce dénouement marque un début, j'ai envie de dire, de normalisation des relations? On peut dire que c'est un début de dégel des tensions qui alimentent ces derniers temps les relations entre le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali et les 2 pays là. Entre-temps, c'était un peu chaud, on ne se comprenait pas puisque le pouvoir a changé de main. Et bon, heureusement que le Togo, qui a le secret des négociations entre États, quand il y a des incompréhensions, notre président, son Excellence Faure Gnassingbé, a su alors aplanir les divergences entre les 2 chefs d'État, ivoiriens et burkinabés, et ce qui a permis que, voilà, du côté du Burkina, on libère les gendarmes ivoiriens. Et du côté du Burkina, on libère les gendarmes ivoiriens, que du côté de la Côte d'Ivoire, on libère les policiers burkinabés. Bon, moi je souhaiterais que, à partir de cet événement, qu'il y ait un total dégel de tension entre les 2 pays, puisque ce sont des pays voisins. Et quand on est pays voisin, il faudrait avoir une relation cordiale, une relation amicale pour permettre que les 2 peuples, vous savez, c'est les chefs d'État qui ont souvent des problèmes, mais les peuples n'ont jamais de problème, puisque c'est des peuples qui sont de part et d'autre de la frontière, c'est des frontières tracées par les colons, et donc les peuples n'ont jamais de problème, mais ce sont les politiques au sommet de l'État qui ont des problèmes. Donc à partir de cet événement, que Ivoiriens et Burkinabés alors se donnent la main pour construire ensemble leur pays, puisque nul ne peut se vanter de se passer des autres,
que ce soit les Ivoiriens ou les Burkinabés, ils ne peuvent pas se vanter de se passer des autres. Ils sont des pays frères, des pays voisins. Aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui sont au Burkina Faso et qui font leurs affaires, de l'autre, vice-versa. Donc on ne peut pas dire que, ok, parce qu'il y a eu il y a eu ça, on ne doit plus collaborer ensemble, non. Ensuite, il y a un ennemi à combattre ensemble, c'est le terrorisme. Donc, il faudrait que les forces de défense et de sécurité du côté de la Côte d'Ivoire comme du Burkina Faso se donnent les mains, partagent les renseignements et alors mettent en place des initiatives qui, de temps en temps, alors peuvent amener alors des poursuites contre l'ennemi unique que sont les terroristes, pour que voilà, si c'est la Côte d'Ivoire qui les chasse, que de l'autre côté de la côte du Burkina Faso, on les prenne en tenaille pour que la paix revienne au niveau des frontières et que ces terroristes-là n'aient plus toute cette liberté de faire des incursions du côté de la Côte d'Ivoire ou du côté du Burkina Faso. Maintenant, au-delà de ça, il y a le port d'Abidjan qui doit desservir normalement le Burkina Faso. Voilà. Quand les relations ne sont pas cordiales, ce sont les hommes d'affaires du Burkina Faso comme le port d'Abidjan qui vont payer les prix. Donc, vivement que cette collégialité qui existait entre les deux peuples alors revienne. Tout cela, est-ce que c'est un peu consécutif aux tensions nées après le coup d'État au Burkina Faso et l'attitude adoptée par la Côte d'Ivoire? Oui, disons que sur le plan géostratégique, la tension entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, dont le début de règlement vient de la médiation du Togo, s'inscrit dans un contexte global de tensions diplomatiques politico-sécuritaires entre la CEDEAO et les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES. Cette tension est née des sanctions qu'avait prises la CEDEAO contre les pays qui connaissent des transitions militaires, le Burkina, le Mali et le plus récent, c'est le Niger. N'oublions pas non plus la Guinée. Et donc la CEDEAO a pris une posture qui va dans le sens des règles contenu dans le protocole additionnel sur la démocratie, la gouvernance et les élections. Ce protocole exige que les gouvernements dans les pays membres de la CEDEAO devaient être des gouvernements civils. Et donc, lorsqu'il y a un coup d'État militaire, il faudrait organiser sans délai ou dans un bref délai une transition pour un retour à l'ordre constitutionnel normal. Les mesures prises par la CEDEAO n'ont pas été acceptées par les différentes jointes, ce qui a conduit donc à la création de l'AES. Et au-delà des deux blocs qui s'affrontent, il y a donc les relations bilatérales entre certains pays de la CEDEAO et d'autres pays de l'AES qui prennent des coups. Et c'est le cas donc entre la Côte d'Ivoire et le Mali, avec l'arrestation des 49 militaires ivoiriens et la médiation du Togo, qui avait permis déjà leur libération. Et c'est le cas le plus récent des échanges de détenus entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Et dans cela, c'est le rôle du Togo qui est perçu comme un rôle salvateur, dans la mesure où cette tension pourrait occasionner d'autres formes de crise économique, politique et diplomatique entre ces nations. Et le Togo se montre comme un pays qui promeut la médiation, la conciliation entre les États et surtout la solidarité au niveau de la sous-région. Cette position n'a pas été toujours bien comprise, parce que on a remarqué que le Togo a été critiqué par rapport à sa posture diplomatique, mais nous avons senti que les démarches diplomatiques de la CEDEAO du Togo vis-à-vis de ces pays de la CEDEAO avec les pays de l'AES portent des fruits, et c'est nécessaire dans ce contexte pour maintenir le contact entre ces États qui sont aujourd'hui rivaux, qui sont des protagonistes d'un sujet comme
Monsieur Akwete l'a dit, qui ne concerne pas les peuples, mais plutôt les dirigeants, et qu'il va falloir trouver une solution globale. Et donc, les pas posés par le Togo, pour moi, constituent des prémices. Il va falloir aller plus loin pour faire en sorte que la scission définitive entre les pays membres de l'AES et la CEDEAO ne soit pas entérinée. Parce que l'échéance, c'est janvier 2025, oui, où leur sortie devrait être définitive. Nous savons que le Sénégal a engagé une mission diplomatique avec le professeur Bathily pour essayer de rapprocher les positions de ces deux blocs, ce qui paraît assez difficile actuellement. Et donc, nous pensons que les efforts du Togo, conjugués avec ceux du Sénégal et certainement d'autres pays de bonne volonté, de la CEDEAO et de l'AES, permettraient de réconcilier ces États afin d'avoir la CEDEAO plus renforcée, plus stable, où les droits des peuples, surtout les droits de circulation des personnes et des biens, soient renforcés pour une inclusion sociale et économique dans cette sous-région. Alors, je le disais, donc, du côté de la Côte d'Ivoire aussi, il y a eu libération d'un VDP, un volontaire pour la défense de la patrie, et d'un soldat burkinabé qui avait été arrêté en Côte d'Ivoire au mois de mars dernier, qui ont également été remis aux deux autorités. Quand on regarde même un peu j'ai envie de dire le contexte dans lequel cette interpellation est intervenue du côté burkinabé, on parle de gendarmes qui, par mégarde, se sont retrouvés de l'autre côté de la frontière pour être allés un peu à la frontière entre le Burkina et le Togo, mais pas du côté officiel. J'étais du côté de Mandouri. Vous pouvez imaginer que nous roulions à l'époque et puis c'était juste un tronc d'arbre qui était là. Nous, on continuait notre route et on a vu un seul gendarme qui s'est levé pour nous demander où on allait. On lui disait qu'on allait à Mandouri, alors qu'à l'époque, on était perdu. Il nous montrait le tronc pour dire que c'est ce qui marque la frontière entre le Togo et le Bénin. Donc, j'ai envie de dire, c'est des choses qui peuvent arriver. Est-ce qu'on a besoin d'en faire une affaire diplomatique? C'est ce que je disais, qu'entre les peuples, il n'y a pas de problème. C'est entre les pouvoirs politiques au sommet de l'État. Vous savez, c'est parce que justement, il y avait un clivage entre Alassane Dramane Ouattara et le chef de l'État Ibrahim Traoré. Voilà. Justement parce que il n'avait pas, Alassane Dramane Ouattara, le président ivoirien, n'avait pas tout de suite accepté le coup de force qui s'était survenu au Burkina Faso dans le temps. Sa position était claire. Il était contre les putschistes et donc or le président burkinabé, lui, il se voyait en libérateur en un libérateur du peuple burkinabé qui a été assailli par les terroristes. Donc il ne comprenait pas pourquoi le président burkinabé, le président ivoirien ne leur a pas donné l'occasion de venir alors s'expliquer du moins devant les chefs d'État de la CEDEAO pour leur dire voilà, c'est compte tenu de ci, de ça que nous avons pris le pouvoir et donc ce manque d'écoute voilà, de la part du président ivoirien a fait que et le Mali et le Burkina, même le Niger ne sont pas d'accord avec lui. Parce qu'ils se disent, nous sommes des Africains. Alors, selon la tradition africaine, quand un problème survient, le sage, alors, s'assoit avec les petits frères pour les écouter et voilà, leur dire, ok, c'est bien, non, faisons ci, faisons ça. Mais ne pas vouloir les écouter et les sanctionner tout de suite. Or que cette sanction ne pèse pas réellement sur les chefs d'État de ces pays-là, pèsait plus sur la population. C'est ça qui a amené alors le clivage entre ces pays-là. Et ça a découlé sur cette tension. Comme vous l'avez dit, nos forces de l'ordre et nos forces de défense et de sécurité qui sont surtout à la frontière, de temps en temps se perdent parce que, vous savez, les frontières sont imaginaires. Ils n'ont pas de GPS pour savoir que ici ce n'est pas notre territoire. Ils sont à la limite, à la limite, à la limite. Parfois, quand il n'y a pas un cours d'eau, c'est peut-être un tronc d'arbre qui montre la frontière. Donc, on peut se perdre. C'est des hommes, c'est des humains, on peut se perdre. Mais parce qu'il y a un problème politique au sommet de l'État, on les prend comme, voilà, je ne sais pas,
c'est comme on les kidnappe un temps soit peu pour régler alors un contentieux politique avec le président de la République. Voilà, c'est ça qui a amené ça. Donc, parce que les Burkinabés ont arrêté les Ivoiriens aussi, alors ont donné coup pour coup. Ils ont arrêté alors les policiers burkinabés qui étaient perdus dans le Burkina Faso quelque part, on les arrête. Donc tout ça sont les chefs d'État, ce n'est pas les populations. Oui, je voudrais ajouter un élément, vous l'avez abordé un peu, sur le fond même du conflit qui oppose la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Vous savez, le président ivoirien est tenant d'une approche négociée avec les groupes armés pour mettre fin aux atrocités au niveau du Burkina. Pour ce faire, il avait fait appel à l'ancien chef de la junte Damiba pour travailler avec l'ancien président Blaise Compaoré afin d'avoir les clés de négociation avec les différents groupes armés. Puisque historiquement, les groupes armés qui sévissent au Burkina Faso actuellement, pour la majorité, existaient déjà dans le temps. Lorsque le président Blaise Compaoré était président de la République. Il avait tout simplement trouvé un mécanisme de gestion de la situation de ces groupes armés pour qu'ils ne s'attaquent pas aux populations civiles ni aux symboles de l'État. Et donc il avait voulu, c'est ce qui a fait d'ailleurs que le président Damiba à un moment donné avait invité le président Blaise Compaoré sur le territoire burkinabé alors même qu'il était sous condamnation judiciaire pour justement trouver une solution. Et ça fait partie des raisons qui ont justifié après le second coup d'État. Hein. Exactement, ça fait partie des raisons. C'est pour ça que l'opposition entre le président actuel et du Burkina Faso et le président ivoirien est beaucoup plus systémique et qu'il ne serait pas facile d'aboutir à une réconciliation si tôt. C'est pour ça que nous trouvons la mission du Togo assez complexe, mais salutaire, et on verra jusqu'à où ça peut aller, puisque cette mission n'était pas pour rétablir les bonnes relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, mais simplement aller à une décrispation de la tension, à un dégel, afin de pouvoir créer les conditions de pourparlers, de négociation. Oui, mais justement, parlant du rôle du Togo, on l'évoquait dans cet échange de prisonniers. D'ailleurs, même les prisonniers ont été échangés ici sur le sol togolais, d'après les informations. Est-ce que ça ne montre pas que la tension n'est pas si basse que ça entre ces deux pays et qu'il faut forcément une troisième voie pour qu'ils puissent discuter d'un certain nombre de sujets? Oui, la tension n'est pas si basse. C'est pour ça que nous disons que pour aborder la problématique de manière holistique, il va falloir l'inscrire dans le contexte CEDEAO-AES. Parce que ce n'est pas simplement un conflit bilatéral entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Ça s'inscrit dans le contexte sous-régional que nous connaissons, qu'on vient d'exposer. Et donc, il va falloir aller au-delà de l'approche du Togo et de l'approche bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Burkina afin d'inscrire le processus d'harmonisation et du retour à la normalité diplomatique et politique entre les États de l'AES et la CEDEAO. Et ça, le Togo peut jouer son rôle, mais il faudrait qu'il y ait une volonté politique manifeste au niveau des autres chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et de l'AES. On va marquer la pause. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé de Mali et Côte d'Ivoire. C'est plutôt le Burkina et la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas pourquoi je parlais beaucoup du Mali. C'est plutôt le Burkina et la Côte d'Ivoire. Vous avez entendu le débat porté sur cela. D'ailleurs, le titre a été rectifié. On va à la première pause, le temps du journal 10 minutes et on sera de retour pour la deuxième partie.